Bonsoir à tous, bienvenue au Salon de l'Agriculture, la grande fête du monde agricole. Édition spéciale de France 3, Paris-Île-de-France. Quand la ville prend la clé des champs, on va s'intéresser à ceux qui font pousser des légumes au milieu du béton. On va aussi parler de la renaissance de la vigne dans la région. On l'oublie souvent, mais l'Île-de-France est aussi très riche en produits du terroir. Et puis on va retrouver Yannick Le Gall au milieu des animaux. Yannick, vous allez vivre une grande aventure dans ce journal. Moquez-vous, je vais essayer tout du moins de faire la traite des vaches puisque c'est l'heure de la traite. Vous allez donc pouvoir suivre ça en direct dans quelques instants. On est ici au hall A, le hall principal du Salon de l'Agriculture, où sont rassemblés tous les animaux, veaux, vaches, cochons et moutons. Et puis juste après, nous vous emmènerons aussi dans un bar à fromage pour déguster des fromages d'une nouvelle manière. A tout de suite. A tout de suite Yannick, et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Pascal Hardy, bonsoir. Vous êtes PDG d'Agripolis, une start-up qui produit des légumes en ville avec une technique bien particulière. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Patrice Bersac, vous êtes président du syndicat des vignerons d'Île-de-France et vous militez pour la reconnaissance du vignoble francilien. Mais d'abord, une fois n'est pas coutume, on a tendu le micro aux vedettes de ce salon. Si les animaux pouvaient parler, c'est un reportage de Safar Barouf et Olivier Badin. Le salon, c'est la première fois qu'on y vient. Il faut dire qu'on n'est pas bien vieux, à peine 3 semaines. On est parti jeudi soir de Rove, un petit village près de Marseille. Et depuis, c'est la cohue, tout le monde veut nous caresser. Heureusement, on adore ça. On voit bien qu'elles sont couchées, les cabris vont chercher les caresses. Effectivement, c'est un peu hors de leur milieu naturel, hein, parce que d'habitude elles gambadent dans les prairies. Mais là, je pense qu'elles apprécient de se faire caresser, de se faire admirer surtout. Moi, les caresses, c'est pas mon truc. Je pèse 1334 kilos. Alors les visiteurs, croyez-moi, ils se tiennent à carreau. Je crois d'ailleurs que je les impressionne, surtout les hommes. Ils me mitraillent de photos. Ils doivent être jaloux, vous ne croyez pas? Mon éleveur, lui, est sacrément fier de moi. Un bon taureau, c'est celui qui fait des beaux enfants, qu'on appelle des veaux, qu'ils soient mâles ou femelles. Et il se reproduit très bien. Et moi, vous m'entendez? Du haut de mes 37 grammes, je fais un peu Calimero comparé aux autres. Mais j'ai une bonne excuse. Je suis née il y a quelques heures seulement, ici même au salon. Les enfants m'adorent, ils ont même le droit de me porter. Alors, il est comment? Léger, il est léger. Il est doux. Il est doux? Alors oui, on est doux, on est léger. Mais ce qui attire le plus les visiteurs, c'est ça. Chaque jour, nous sommes une cinquantaine à éclore sous leurs yeux. Un petit miracle qui fascine à chaque fois. Plus sérieux, l'actualité du monde agricole, c'est cette manifestation devant un magasin Leclerc d'Ivry-sur-Seine. Une manière de maintenir la pression dans la dernière ligne droite des négociations avec la grande distribution. Norbert Cohen et Virginie de la Haute-Maison. On a une famille à nourrir! On est en train de mourir! Ils en ont marre d'être pris pour des pigeons. Ces agriculteurs de Bretagne et des Pays de la Loire revendiquent le juste prix pour leur production. Et pour le faire savoir, ils ont investi en fin de matinée le siège social d'Édouard Leclerc. Leclerc parce que c'est le pire, enfin, on connaît tous les discours de Michel-Édouard Leclerc, quoi. Pourquoi c'est le pire? C'est lui qui ne veut pas payer, quoi. Toujours le moins cher, il s'en fout, il a aucune empathie pour les agriculteurs qui ont des difficultés en ce moment. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est son business personnel, son argent personnel, sa fortune, c'est tout, quoi. La direction de l'enseigne commerciale accepte de recevoir 3 des représentants des manifestants. Après 1 heure de discussion, les positions de chacun ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Est-ce que vous comprenez leur désarroi? Bien évidemment, monsieur, qu'on comprend leur désarroi. Nous sommes sur tout le territoire français, aux côtés des agriculteurs. Hein. Ce sont nos voisins. On est au prix d'il y a 30 ans. Donc ça suffit. Le prix du porc, le prix du lait, c'est le prix d'il y a 30 ans. Moi, je me suis installé en 1980, c'était le même prix. C'est une honte. Vous, votre salaire, il n'est pas au prix d'il y a 30 ans. Dans l'après-midi, les agriculteurs ont continué leur protestation devant le siège de Carrefour, mais sans plus de succès. Tous veulent maintenir la pression à 48 heures de la fin des négociations avec la grande distribution. Nous sommes toujours au salon de l'agriculture et on va parler de ceux qui font pousser des légumes au milieu du bitume. La culture hors sol prend de l'ampleur depuis plusieurs années. On va voir à quoi ressemblent ces fermes urbaines avec Céline Cabral et Laurence Cobio. À quelques mètres du bitume parisien, non loin du métro, une mini-ferme à ciel ouvert. Tous les matins, Gérard Munier chouchoute ses micro-pousses. Il est ce qu'on appelle
un paysan urbain. Cultiver en ville ne présente selon lui que des avantages. Vous valorisez au mieux l'espace urbain qui est forcément un espace rare et cher. On a des consommateurs à proximité et donc ce qui nous permet en fait de les livrer. Dans le deuxième sous-sol de ce parking poussent des champignons japonais et des pleurotes. Une culture favorisée par une température constante de 12 degrés toute l'année. Ça pousse tous les jours et vraiment, il faut vraiment venir les récolter et voir si le chapeau est bien ouvert. Quelques mètres plus loin, se développent des jeunes pousses germées grâce à des LED rouges et bleus. Vous pouvez voir ici du radis pourpre ou également du tournesol. Et elles peuvent se consommer donc en salade et elles sont vraiment concentrées en vitamines en fait. Ça a été cueilli ce matin à Agnières. À Agnières, les habitants font aussi leur plein de vitamines avec ces fraises cultivées hors sol dans ce conteneur. Des fruits garantis sans OGM et sans pesticides. Tout d'un coup, on voit les fruits en ville, cultivés comme à la campagne. À mon avis personnel, pas tout à fait le goût de fraise. Faire pousser des fraises hors sol, un véritable défi technique. Il a fallu 18 mois de recherche pour mettre au point ce type de culture. C'est pas aussi simple que de faire pousser de la salade, que de faire pousser du verre. Il faut faire de l'enracinement, il faut aussi faire des belles feuilles pour qu'il y ait de la photosynthèse, des fleurs, une pollinisation. Et ensuite, il faut aussi faire une belle montée en fruits et une belle récolte. Un conteneur peut produire jusqu'à 7 tonnes de fruits. De quoi faire des émules. La mairie de Paris veut mettre plus de verre dans la ville à l'avenir et consacrer plus d'une trentaine d'hectares à l'agriculture urbaine. Une manière de favoriser les circuits courts et de modifier les habitudes de consommation des Parisiens. Alors, il y a de nombreuses techniques pour faire pousser des légumes hors sol. Pascal Hardy, vous êtes PDG d'Agripolis et vous cultivez des légumes dans des jardins suspendus. Comment ça marche exactement ? Le principe est très simple. Ce sont des colonnes de culture qui font 2 mètres de haut, qui sont entièrement creuses, entièrement vides. Et les racines de ces plantes qui sont sur les côtés se font doucher toutes les 2-3 minutes par un mélange d'eau et de nutriments bio. Pas de pesticides ? Aucun pesticide et on utilise des méthodes de protection des plantes qui sont utilisables en agriculture biologique. Alors d'autres avantages, il n'y a pas d'eau de perdu non plus ? Absolument, avec une technique comme ça, vous allez produire avec 10% de l'eau que vous utiliseriez par ailleurs avec d'autres méthodes. Donc c'est assez sobre en ressources, effectivement. On a le sentiment que les légumes produits hors sol ne sont pas de bonne qualité. C'est une idée reçue ? Je pense que c'est une idée reçue pour 2 raisons. La première, c'est qu'avec ce genre de technique, vous n'êtes absolument pas sensible à la pollution, puisque les liquides que vous utilisez ne sont jamais en contact avec l'air ambiant. Et deuxièmement, vous pouvez tout à fait, avec des techniques de nutrition des plantes, avoir des produits qui sont meilleurs que du bio. En fait, vous n'avez pas le label bio ? On n'a pas le label bio, absolument, puisqu'il s'agit d'agriculture verticale. Mais on choisit des produits, des plants qui sont choisis pour leur goût et pas pour résister au transport. Et on les conduit de manière extrêmement saine, ce qui fait qu'en qualité, on est souvent meilleur que du bio. Alors, à qui vous distribuez ces fruits et légumes ? Alors, soit des particuliers, quand on est sur un immeuble d'habitation, sous forme de panier. Donc là, c'est un mode qui ressemble aux AMAP. Soit à des surfaces de distribution. On a des partenaires à côté desquels on est installé, ou à des hôtels, par exemple. On a un hôtel à Boulogne, qui est l'hôtel Mercure, à qui on distribue nos produits. Il y a une forte demande. Les gens sont de plus en plus sensibles au manger local ? Absolument. Je pense que le local produit sainement est en train de remplacer le bio dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que l'on préfère savoir qu'un produit est généré à côté de chez soi, évidemment de manière propre. En moyenne, juste une petite info, en moyenne, les légumes mettent 1200 km avant d'arriver dans votre assiette. C'est énorme. Absolument. J'ai vu hier des citrons bio qui venaient du Pérou, par exemple. Donc voilà, à un moment, on peut se poser la question. Vous avez aussi des demandes pour exporter ce concept à l'étranger ? Tout à fait. Pour tout vous dire, on est même en train de monter une franchise pour l'Australie. Donc la demande est extrêmement forte, mais il ne s'agit pas d'aller trop vite et il s'agit de prendre soin et de sortir des productions de qualité et de proximité.
Alors la technologie au service de l'agroalimentaire. Emmanuel Tixier, vous avez repéré plusieurs startups en Ile-de-France qui s'intéressent à la question. Oui, ça s'appelle la food tech. Le jambon beurre, par exemple, sera-t-il un jour remplacé par une simple bouteille ou une barre chocolatée? Le repas complet, avalé en un minimum de temps. Ce n'est plus un fantasme pour les sportifs, les étudiants, bref, les gens pressés. Une entreprise parisienne propose toute une gamme de produits qui permettent de sauter les repas. C'est bon pour le régime aussi? Pas forcément, parce que ça remplace véritablement un repas. Ce sont des boissons, notamment, qui sont riches en nutriments, sans gluten, sans lactose, et qui sont véganes, donc tout le monde est content. C'est très à la mode. C'est très à la mode. Il faut préciser une chose toutefois, elles permettent certes de sauter un déjeuner de temps en temps quand on est pressé, ponctuellement, mais elles ne doivent pas se substituer à l'alimentation en général. Alors Emmanuel, vous n'êtes pas venu les mains vides? Ben oui, car là, regardez, c'est de la mayonnaise. De la mayonnaise? Sauf qu'elle est faite sans œufs. Il y a complètement 60%... végane. Je vous propose de goûter Patrice Bersac. Il y a 60% de matière grasse en moins qu'une sauce Faites mayonnaise passer à Pascal traditionnelle. Hardy. Elle est réalisée avec, devinez quoi? Eh ben non, des algues. Des algues. C'est très surprenant ça. Exactement, avec des micro-algues. Alors vous pouvez goûter, hein, c'est totalement comestible. Cette mayo est produite par une start-up basée au Génopôle d'Evry en Ile-de-France. Et les investisseurs en sont déjà très friands puisque cette jeune pousse a déjà levé 3,5 millions d'euros près d'un fonds d'investissement hongkongais. Les algues, c'est donc très tendance et cela convient parfaitement au public vegan. On retrouvera d'ailleurs bientôt ces algues, alors pas tout à fait les mêmes, ce sera de la spiruline dans une boisson de couleur bleue. Très à la mode aussi. Très à la Patrice Bersac, qu'est-ce que vous pensez de cette mayonnaise? Je suis agréablement surpris. Elle a un petit fond iodé et je pense qu'elle irait très bien avec un vin blanc sec de Guérard ou de Suresnes. Vous voulez déjà parler du vignoble dans la région, mais on va attendre encore un petit peu parce qu'Emmanuel a encore des choses à nous faire découvrir et notamment des insectes. Voilà, c'est bien cela? Voilà, ça ne s'accompagne pas de quelconque boisson puisque ce sont des insectes qui tentent difficilement de se faire une place dans nos assiettes pour l'instant. En tout cas, ils pourraient servir à nourrir les poissons, les animaux domestiques et même les plantes. C'est le pari qu'a fait une start-up de la région parisienne qui s'intéresse de très près aux scarabées, au triton molitor. Molitor comme le quartier parisien? Exactement, comme le quartier parisien. Une fois réduits en farine ou en huile, ces insectes en fait sont une source très importante de protéines et cela produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que les autres types d'élevage. C'est donc une culture qui est très respectueuse de l'environnement. Merci Emmanuel. Et tous ces produits sont donc à découvrir sur notre site internet idf.france3.fr. On va rejoindre à présent Yannick Le Gall. Il nous l'avait promis. Il va donc traire une vache. C'est bien ça, Yannick? Je suis impatiente de voir ça. C'est Lituanie qui vous attend. C'est une race Plymouthshire, elle vient des Hautes-Pyrénées. Alors on vous attendait pour la traite. Je ne suis pas tout seul derrière Jérôme l'éleveur parce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est pas très pratique. Donc celui-là, c'est ici. Et celui-là, voilà, c'est difficile. On se moque pas, merci. Voilà. Et là, c'est parti. Il y en a un peu. Super bien. Merci, là. Vous êtes sympa. Là, attendez, je vais passer sous le fil. Là, il y en a pour à peu près 7 à 8 minutes de traite pour environ 15 litres de lait. Lionel, bonsoir. Vous êtes commissaire à la traite. La traite, c'est un événement important pour les vaches 2 fois par jour. Ah oui, c'est indispensable. Si on ne les traite pas, après, elles pourraient être très malades même. Entraîner la mort, quoi. Est-ce que c'est compliqué de traire une vache aujourd'hui? Non, c'est pas compliqué, c'est automatisé, quoi. Mais bon, il faut être présent. Ça demande quand même du temps de travail. Qu'est-ce qu'il faut pour préparer les vaches à la traite? Il faut que ce soit des horaires bien précis, il faut que ce soit, racontez-nous un peu. Alors oui, dans les élevages, il faut essayer d'être régulier et des espaces de 12 heures entre chaque traite, quoi. Pourquoi? Mais pour avoir, comme on les traite 2 fois, c'est mieux d'avoir une répartition homogène. Là, les vaches, elles sont assez stressées d'être au salon. Est-ce que c'est différent de leur habitat naturel? C'est différent, mais elles ne sont pas stressées, elles sont habituées, puis elles sont dorlotées par les éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce lait après? Ils partent dans une coopérative laitière à Saint-Denis-l'Hôtel. Et si vous souhaitez, on peut vous le faire goûter. Je veux bien goûter ce lait. Donc là, c'est celui qui vient d'être très... C'est pas de cette vache, mais c'est celle qui est juste avant. Tout à l'heure. Voilà. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le lait qu'on peut trouver non, là vous avez, dans les grandes surfaces. Là, pardon pour les qualité. grandes surfaces, mais voilà. Ce lait, c'est difficile pour les éleveurs aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés.
En quelques mots, le rapport avec les éleveurs et le lait, c'est... Disons, il y a une valeur ajoutée qu'ils mériteraient d'avoir et qu'ils n'ont pas, quoi. C'est bien dommage, car c'est eux quand même qui fournissent le plus gros du travail, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants, car là, on va aller voir un bar à fromage. À tout de suite. Merci Yannick, on vous laisse déguster votre petit verre de lait. Nous, on va plutôt s'intéresser au vin à présent avec le renouveau de la vigne dans la région. Patrice Bersac, vous êtes président du syndicat des vignerons d'Île-de-France. Alors, on ne le sait pas forcément, mais notre région a été une grande région viticole dans le passé, notamment au XVIIe siècle. C'est ça. L'Île-de-France a atteint, en particulier au XIXe siècle, au summum, pour l'Île-de-France administrative, 44 000 hectares en 1852 et l'Île-de-France viticole historique qui va de Dreux jusqu'à Laon et de Beauvais jusqu'à Provins, 52 000 hectares en 1852. C'était le premier vignoble. C'est énorme. Où est-ce qu'on trouvait de la vigne dans la capitale ? Dans la capitale, il y avait bien sûr les secteurs hauts comme Montmartre, Belleville, le secteur de la Goutte d'Or, des secteurs qui étaient sur la rive gauche comme la montagne Sainte-Geneviève, le secteur de Vaugirard, ici les Moulineaux un petit peu plus loin, et il y avait Suresnes, encore l'autre côté, il y avait le secteur de Bercy aussi. Donc il y avait beaucoup de vignes qui étaient autour de l'île de la Cité. Alors vous travaillez pour que l'Île-de-France redevienne une grande région du vin et vous n'êtes pas le seul à y croire. 2 jeunes entrepreneurs ont planté un vignoble de 3 hectares dans les Yvelines. L'objectif, c'est de produire du bon vin à Paris. Reportage d'Antoine Marguet et Johan Dorion. C'est peut-être le nouveau Saint-Émilion à 30 minutes de Paris. Pour le moment, ces 6 hectares de vignes plantés il y a un peu plus d'1 an sont en train de grandir à Davron dans les Yvelines. L'endroit idéal, paraît-il, pour produire du vin en région parisienne. C'est situé un peu en altitude, à une centaine de mètres d'altitude, ce qui permet d'avoir des entrées de vent qui protégeront de la vigne du gel. On a ensuite un sol argilo-calcaire. Le calcaire affleure vraiment la parcelle, ce qui permet à la fois de donner de la complexité aromatique aux futurs raisins et vins, mais aussi de limiter l'apport en eau l'été. La vigne a besoin d'être contrainte vraiment l'été pour pouvoir s'exprimer au mieux et pour pouvoir avoir une maturité lente et adaptée. Faire revivre le terroir d'Île-de-France. C'est le pari un peu fou de ces 3 jeunes entrepreneurs issus du milieu du vin. Depuis 2015, ils ont lancé la winery et ont implanté leur chai à Montreuil. Alors pour le moment, ils produisent du vin issu de raisins récoltés dans les régions de France. Mais leur objectif, c'est de produire en région parisienne, car Paris a longtemps donné du vin à la France. Pendant très longtemps, 6 siècles exactement, l'Île-de-France a été le principal vignoble de France, avec 44 000 hectares de vignes plantées dans la région. Et d'ailleurs, par décret sous Louis XV, on était obligé de s'approvisionner en vin localement, en Île-de-France, auprès de marchands de vin qui étaient situés dans la région. L'objectif pour eux, c'est de commercialiser un très bon vin accessible en prix. Et pour cela, les 3 vignerons ont une obsession, la qualité. Grâce au réchauffement climatique et aux techniques modernes, Paris a les moyens de produire de très grands crus. On aura plusieurs cuvées de cépages blancs et de cépages rouges, 100% franciliennes, qui seront issus donc de notre terroir des Yvelines. On a choisi certains cépages qui vont pouvoir mûrir, donc on a une idée, puisqu'aujourd'hui on a planté du chardonnay, du chenin, du merlot et du pinot noir. Donc c'est un vrai pari d'avenir de remonter vers le nord des limites de production. Pour certains cépages, on sait qu'en fonction des conditions climatiques qu'il y a ici, on aura plutôt des vins sur la finesse et l'élégance et des arômes de fruits frais que des vins très concentrés, très opulents et très riches. Les premières vendanges auront lieu en septembre 2019. Ensuite, il faudra encore attendre 1 ou 2 ans pour boire et apprécier avec modération du vin du terroir d'Île-de-France. Et nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Patrice Bersac, vous y croyez à leur projet du vin d'Île-de-France? Ça ne fait pas franchement rêver. Si, quand on en a dégusté parmi les meilleurs, bien évidemment, ça fait quand même rêver. Alors lesquels sont très bons dans la région? Alors dans la région, je citerai les vins blancs de Taverny, de Sannois, d'Argenteuil, du parc départemental du Saussay, de Guérard, ceux de Suresnes par exemple. Alors pour l'instant, le plus grand vignoble de la région, c'est celui de Suresnes. C'est une parcelle d'1 hectare avec vue sur la Tour Eiffel. Ils commercialisent environ 5000 bouteilles de blanc par an. Ce sont les seuls qui ont le droit de vendre leur production dans la région. On voit actuellement des images de cette vigne.
Ce sont les seuls qui ont le droit de produire, de vendre leur production. Oui, ce sont les seuls parce qu'ils ont réussi à sortir de la période d'interdiction de plantation qui quand même a commencé en 1986 et qui nous a privés jusqu'en 2016 du droit de planter. Donc ils ont réussi à passer dedans, ils ont réussi à obtenir de la douane l'autorisation de commercialiser leur vin et ce sont les seuls aujourd'hui. Mais demain, nous aurons des vins authentiquement franciliens, 100% pour le raisin, 100% pour la vinification en Île-de-France. Alors Paris compte une trentaine de vignes. La plus célèbre, c'est bien sûr celle de Montmartre. Mais ça reste un peu folklorique quand même, cette fête des vendanges. Alors Montmartre a une grande tradition de folklore qui fait que Montmartre, avec les artistes, est connu dans le monde entier. Mais Montmartre évolue avec une œnologue qui s'occupe très bien du vin. Et donc, nous allons progressivement, avec des cépages résistants aux maladies, puisque la ville de Paris s'est mise au cépage Piwi, nous allons avoir des vins qui seront, je pense, remarquables. Vous êtes très optimiste. Alors, il y a environ 300 vignes en Île-de-France. C'est souvent de petites parcelles gérées de manière associative. C'est surtout la volonté de faire revivre les anciennes traditions, finalement. Alors, ce sont d'abord des passionnés qui ont voulu braver toutes les interdictions et qui ont voulu faire revivre l'histoire de leur village ou l'histoire de leur famille. Certains d'entre eux avaient des ancêtres qui étaient vignerons, ils avaient gardé des outils et ils ont voulu recommencer cette histoire, la faire revivre et nous les aidons à le faire de manière moderne, de manière technique. Alors vous cherchez à obtenir un label pour les vins d'Île-de-France pour qu'on reconnaisse leur qualité. On est en bonne voie. Vous aviez une réunion tout à l'heure au ministère, on en est où ? Oui, il y avait une réunion au ministère qui était une réunion fort importante et vous l'imaginez fort difficile aussi parce que nous avons des voisins qui ne sont pas forcément très heureux que l'Île-de-France plante et puisse développer un vignoble. Ah, les jaloux. Donc, affaire à suivre. Et pour accompagner un bon verre de vin, pourquoi pas du saucisson, direction Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne pour découvrir l'un des meilleurs charcutiers de France. Il cumule les trophées pour ses produits de qualité. Yannick Le Gall, encore lui, et Marie Chambrial. La coupe du champion de France de jambon supérieur trône fièrement dans la boutique de Jean Dijols, tout comme celle de ses anciens concours. Celle-là, c'était pour l'andouillette. La trépière fertoise à la Ferté-Massé. Après, l'oreille d'or à Paris. Moi, les mes recettes, elles sont toujours en évolution. Ma recette d'aujourd'hui, dans 2 ans, ce ne sera pas la même. Celle d'il y a 5 ans en arrière, je les ai constamment modifiées. En lisant, en rencontrant des charcutiers, des collègues. Depuis 17 ans, le charcutier originaire du sud-ouest est installé à Crécy-la-Chapelle. Ça, on en parlait tout à l'heure quand on parlait justement de l'Aubrac. Et ça, c'est un jambon qu'on fait chez nous à Aubrac. C'est pour combien de personnes ? Ici, tout est entièrement fait maison. Du jambon aux rillettes, en passant par le pâté, le fromage de tête, les rillons ou encore le boudin. C'est un des produits que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des vieux produits que... comment dire, des bases de la charcuterie. Et je trouve que c'est des produits un peu oubliés. Et quand c'est bien fait, c'est vrai que c'est un super produit en fait. Direction le laboratoire. Ici, les produits sont travaillés un par un pour les ventes en boutique, mais aussi sur les marchés. Moi, j'ai commencé à faire ce métier-là parce que j'adorais, c'était le contact de la viande et toucher le produit, quoi. Voilà, c'est un métier, c'est vrai, manuel, et puis j'aime ça, c'est vrai. Autre spécialité de Jean Dijols, le saucisson façonné et séché ici pendant 6 semaines, selon une technique bien particulière. On va contrôler l'humidité et apporter donc, grâce à une fleur naturelle qui est implantée dans le bois, qui va se transmettre autour du produit pour coloniser en fait tout le tour du saucisson. C'est cette moisissure, un peu comme dans le roquefort, qui va donner un goût particulier à l'intérieur du produit. À 45 ans, le multimédaillé seine-et-marnais est reconnu par les guides professionnels comme l'un des 5 meilleurs charcutiers de France. Et on va retrouver à nouveau Yannick Le Gall. Vous avez bien mérité de déguster un petit plateau de fromage, c'est bien cela ? Oui, regardez, on est ici sur le stand des produits laitiers, toujours dans le hall 1 du Salon de l'Agriculture. Il y a beaucoup de monde. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a un bar à fromage ouvert à tous les visiteurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir déguster de nombreux fromages ici en venant au salon. Bonsoir Philippe Rochard. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication des produits laitiers. Vous nous avez préparé un petit plateau. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme fromage ? Je vous ai mis les 2 fromages emblématiques de la région parisienne, le brie de Meaux et le brie de Melun. Et je vous ai mis un maroilles qui est un fromage de la Thiérache. Ce bar à fromage, c'est aussi l'occasion de faire
un palais aux visiteurs qui viennent ici au salon. Absolument, je crois que c'est important de faire découvrir aux visiteurs toute la richesse du patrimoine fromager français, puisqu'il y a plus de 1200 fromages, et puis de leur faire comprendre qu'on peut déguster des fromages au petit déjeuner, au brunch, à l'apéritif, au repas du midi, au repas du soir. Et je crois que c'est important aussi de faire découvrir à des enfants cette richesse des fromages et leur apprendre à déguster un fromage. Essayer de sortir du j'aime, j'aime pas, et de leur faire parler un petit peu sur le produit, sur la vue, sur l'ouïe, sur le toucher et autres. Il faut éduquer les jeunes enfants dès le plus jeune âge au fromage. Dès l'âge de 3-4 ans, il faut commencer à les éduquer et leur faire connaître toute cette richesse fromagère. Merci beaucoup, le message est passé, merci à vous. Voilà, le plateau de fromager à la Carrel, je vous l'apporte dans quelques instants. Je vais essayer de vous en garder un petit bout, mais c'est pas gagné. Ah, merci Yannick, vous êtes très gentil. Merci à nos invités, Pascal Hardy et Patrice Bersaille. C'est ainsi que s'achève cette édition. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir les animés au salon, mais aussi les produits du terroir sur cette table, des yaourts des Yvelines, des champignons du Val d'Oise, des bières de la Seine-et-Marne et beaucoup d'autres encore. Très belle soirée à tous. Merci de votre fidélité.